Il est revenu, il a revu des images de lui, il a pleuré et une fois qu'il a séché ses larmes, il a vaincu. Luka Doncic est revenu à Dallas, comme je le disais, pour rejouer pour la première fois dans son ancienne ville. Il avait déjà rejoué contre les Mavericks depuis son transfert aux Lakers, mais là, évidemment, c'était un moment très particulier. Vidéo hommage, une foule complètement acquise à sa cause et un Luka Doncic qui met 45 points, exactement comme on l'attendait, plus ou moins shy. Il y a bel et bien eu la revanche, 45 points, 8 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, une victoire des Lakers sur les Mavericks 112-97. Revanche, mais shy pas tout à fait, parce que je vais te lancer là-dessus. L'impression que j'ai eue, et on le voit à travers les larmes, on le voit à travers les larmes qui avaient l'air purement sincères, c'est qu'en fait, il n'était même pas venu pour se venger, Luka Doncic. Il était juste dégoûté de plus être dans cette ville, de plus faire partie de cette équipe des Mavericks. Après, bon, il a quand même passé ses nerfs un petit peu, il y avait quand même un message à envoyer, mais tu vois, il n'y avait pas d'explosion, de rage comme peut y avoir quand il joue contre Devin Booker ou comme on l'a déjà vu avoir. Non, il y a presque une... J'ai vu un tweet où on parlait de 45 points en mode dépressed, j'irai pas jusque-là, mais un Luka Doncic qui clairement a montré qu'il pensait sans doute faire toute sa carrière à Dallas. Il n'avait pas le petit sourire carnassier d'autres matchs où il va te mettre 45-50 points, où il est content un peu de la mettre à l'envers à l'adversaire. Je sais pas si tu te rappelles, mais après les multiples podcasts qu'on avait fait au sujet du trade, on avait dit non mais c'est sûr il va mettre 50 points aux Mavs. Mais par contre, je m'attendais à un Luka un peu énervé, un peu et t'as raison, ça n'a pas été ce truc-là. Et honnêtement, à la place des fans je suis même pas fan des Mavs, mais j'ai ressenti la boule de colère un peu qui remontait là, celle des trucs, parce que à leur place, je trouve, enfin, c'est terrible en fait, parce que je pensais qu'il serait ému évidemment, mais on l'avait jamais vu comme ça. En fait, Luka, après des défaites frustrantes ou quoi, il était plus énervé qu'ému, et là, je veux dire, il était pas loin de s'effondrer. Je sais pas si tu as vu après le match, il a dit franchement, Ouais. quand j'ai vu les images, je me suis dit dans ma tête, je vais pas réussir à jouer en fait. Je vais absolument pas réussir à jouer. Il a réussi à se mettre dedans, et puis là, c'est vrai que les 45 points, le carton offensif, c'est devenu une quête annexe dans le match, mais franchement, c'était émouvant, et en même temps, c'était, je sais pas, 20 fois pendant le match, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, encore, j'étais reparti, je retournais en boucle sur mais pourquoi ils ont fait ça. Enfin, et il y a plein de trucs que j'ai bien aimé on reparlera du match en lui-même peut-être après, mais tu sais, le fait que la dernière fois, il y avait eu plusieurs fois, il y avait eu des Fire Nico de 2-3 personnes un peu isolées. Il y a eu quelques tensions avec des supporters qui ont été virés. Là, on serait cru dans le film Spartacus à la fin où tout le public chantait Fire Nico en mode allez-y, virez-nous tous s'il faut, tu vois. Et je trouvais que c'était des scènes hallucinantes. Quand il marquait des paniers, il scandait Luka, Luka, alors que c'était un match à Dallas. C'est incroyable. Les Fire Nico, il y a un moment où il y a le truc qui apparaît make some noise sur le Jumbotron et tout le monde qui répond Fire Nico. Et ça, c'est terrible quand même, tu vois. Genre, t'es là, t'invites tes fans à faire du bruit. Sur les lancers des Lakers, il y avait des Fire Nico. Sur les lancers des Mavs, il y avait des Fire Nico. Il y a eu aussi eu beaucoup de Luka. Il a été célébré, comme si les fans lui ont rappelé qu'ils sont d'abord fans de Doncic, en fait, en grande partie. Alors, c'est évidemment des fans des Mavs, mais ouais, c'est déprimant pour Dallas. Tu sens que le mec avait vraiment envie de rester. Nico Harrison, le GM qui a fait ce move, il était dans le tunnel, comme à chaque match à domicile. Peut plus regarder les matchs au premier rang, et dans le tunnel, il regarde les matchs depuis le tunnel. Il a certainement entendu les Fire Nico. Et pour revenir sur le trade, enfin, il y avait forcément un match dans le match injuste mais symbolique là en fait entre Doncic et Anthony Davis. Et donc tu en as un qui met 45 points avec 8 rebonds, 6 passes, 4 interceptions au passage, 7 paniers à 3 points, des circus shots, tout ce que tu veux. Et Anthony Davis, 13 points, 11 rebonds, 6 passes, tu vois, c'est pas 4 ballons perdus. C'est en fait, voilà, encore une fois, c'est injuste, mais c'est très symbolique de ce trade, quoi. Tu as échangé une superstar de 32 ans, enfin une superstar de 26 ans contre une autre de 32 ans. Tu as une équipe qui vient de valider sa 3e place à l'Ouest, qui est candidate au titre, et tu en as une autre qui va terminer pour sûr avec un bilan négatif, c'est assuré maintenant, va jouer le play-in en tant que 10e ou 9e, alors qu'il y a un an, cette équipe, elle jouait les finales NBA. Non, mais c'est ça. En fait, Harrison, il peut s'accrocher, et certaines personnes qui le soutiennent, parce qu'il y en a qui le soutiennent, et pourquoi pas, hein, je veux dire.
il va s'accrocher tant qu'ils sont pas éliminés des playoffs, tant qu'il n'y a pas une année ou deux de passé, il peut pas jouer et avec Kyrie et avec Davis, il aura des excuses ou la capacité à dire non mais voilà, bon, peut-être ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était vraiment un move pour gagner maintenant, ce que personne de sensé à mon sens ne peut dire. Mais ouais, alors c'était atmosphère hyper bizarre dans ce match quand même. Et t'as raison que c'est injuste pour Davis, et puis à la fin il y a même eu une étreinte super sympa entre les deux. Enfin, c'était, je sais pas, je suis ressorti de ce match en étant encore plus énervé qu'avant, je crois. Enfin pas énervé, mais dépité. Et puis avant j'avais lu un peu Dallas Mavs France sur Twitter, pareil. Enfin, t'as plein de gens comme lui qui vont enfin, pas se désintéresser, mais qui vont vraiment prendre beaucoup de recul parce que un transfert a vraiment changé, leur a montré à quel point la direction était prête à tuer un peu leur passion pour la franchise, parce que c'est pas juste un trade. Il y a plein de gens qui vont dire bah si t'es fan des Mavs, mais même moi je vais reprendre mon exemple de footeux de base. Et quand j'avais 16-17 ans, quand ça va te parler Antoine, mais quand Marseille a transféré Drogba à Chelsea, et c'était différent encore, hein, parce que là il y avait une logique économique encore un peu différente, mais moi, je suis fan de Marseille depuis toujours et même encore aujourd'hui. Mais j'ai eu une période pendant un an où j'étais dégoûté, et parce que j'avais l'impression qu'on cassait un peu l'identité, ce qui était bien fait au niveau du travail. Et là, moi, je peux que comprendre les fans des Mavs qui disent je vais prendre un peu de recul parce que là, ce qu'ils viennent de faire, c'est trop compliqué. Et là, je pense que s'ils ont regardé le match, et je pense qu'ils ont regardé le match, voir le mec en larmes, tout ce qu'il dit, ça te montre clairement qu'il allait rester, il avait envie de rester, de faire presque toute sa carrière là, comme tous les joueurs européens en général qui sont des franchise players comme ça. On l'a vu aussi, c'est Théo qui nous faisait cette remarque là avant qu'on commence, mais il allait rester, il aimait là où il était. Il aurait peut-être tapé du poing sur la table une fois ou deux si ça allait pas comme il voulait, mais bon, bref, je comprends les fans des Mavs, je me suis senti à leur place cette nuit, et c'est vraiment très dur, honnêtement. En fait, ils repartent de zéro, ce qu'on se disait avec Théo en off. Ils repartent complètement de zéro. Il n'y a plus de repères. Il y a une direction en qui tu ne fais clairement pas confiance aujourd'hui si tu es un supporter des Mavericks. Et souvent, on a lu certains partisans du trade ou détracteurs de Luka, je vais le tourner comme ça, en mode non, mais il ne faut surtout pas donner de l'argent à Luka, il ne faut pas donner 380 millions, il va être grillé, etc. Sous prétexte que tu peux perdre de l'argent, tu vois. Parlons du financier. C'est catastrophique pour les Mavs. C'est absolument catastrophique. Il y a des premières estimations qui tombent. Cette saison, ils vont perdre 12 millions depuis ce trade. Ils vont perdre des centaines de millions de dollars, des centaines de millions, parce qu'ils ont transféré Luka Doncic, parce que cette franchise n'intéresse plus personne. Le merchandising, la vente de merchandising est déjà en baisse. Il y a un bon nombre des abonnés qui ont résilié leur abonnement. Ils font plus de thunes. Ils vont vendre quel maillot? Quel maillot ils vont vendre? Qui va acheter des produits des Mavs? Cette franchise n'existe plus à l'échelle internationale aujourd'hui. Tu vois, Luka Doncic, c'est des fans en Asie, c'est des fans en Inde, c'est des fans dans le monde entier. Ces gars-là, ils ne sont pas attachés à Dallas ou aux Mavericks. Ce n'est pas une ville qui fait rêver, ce n'est pas une franchise. C'est Luka Doncic. Les Mavs, à ce stade, ça a d'abord été Dirk Nowitzki et maintenant c'était Luka Doncic et rien d'autre. Et aujourd'hui, ils ne sont plus rien, ils repartent de zéro. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de penser, sans aller dans c'est prévu depuis le début et tout, mais c'est difficile de pas penser au fait que dès que le trade s'est monté, il y a eu la rumeur qui commençait à dire que le groupe qui possède la franchise voulait déménager à Vegas et voulait tout faire pour dévaluer l'intérêt des gens sur place et pousser les gens à se désabonner, à quitter et à pas retenir la franchise si elle devait partir à Vegas, par exemple, là où ils voulaient a priori installer des casinos et tout ça, mais là, tout va dans ce sens-là en fait. Les gens vont pas se battre comme, tu vois, la fanbase de Sacramento, elle s'était battue à l'époque quand même. Il y avait des motions, des manifs, des pétitions non-stop pour convaincre la franchise de pas bouger. C'était les frères Malouf à l'époque, je crois. Mais tu vois, il y aura personne qui va vouloir retenir les Mavs, si ça continue comme ça. Mais là, il n'y a aucune rumeur sur un déménagement de franchise. J'entends bien le complot, ça c'était marrant, mais quel milliardaire est prêt à perdre des millions et des centaines de millions de dollars? Il n'y a aucun milliardaire qui veut perdre volontairement des centaines de millions de dollars. Sauf s'il se dit, et là c'est un peu tordu, mais s'il se dit que les conséquences avec les casinos et tout, ça lui fera gagner plus, c'est un move, tu perds pour gagner après. Mais bon, on n'est pas. On sait que la NBA va faire une expansion. Ouais. On le sait, c'est dans les plans. Oui, ça a été retardé un peu. Maintenant, il y a la NBA Europe. Mais a priori, il va y avoir une expansion. Las Vegas, la franchise, elle va exister sans qu'il y ait besoin d'un déménagement des Mavs.
Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une hypothèse très lointaine. Elle est intéressante. On l'a mise en avant, tu vois. Je la trouve intéressante. Et oui, effectivement, on verra si ça se tourne vers ça. Mais a priori, la franchise de Vegas, elle va se créer de toutes pièces. Et pas via un déménagement des Mavs, tu vois. Donc, non, c'est juste de l'argent perdu. Et du coup, c'est catastrophique sur le terrain. Comme j'ai dit, il y a une équipe qui joue le titre, il y en a une équipe qui joue plus le titre. Et c'est quand même ce qu'il a dit Nico Harrison. Il est venu se présenter. Je suis même pas sûr s'il aura l'excuse des blessures. C'est trop tard. C'était prévisible une blessure d'Anthony Davis. Tu vois, et pareil, autre truc. Je reviens sur ce trade. Anthony Davis. On en parlait avec Théo là aussi. Est-ce que c'est pas le moment pour lui de demander son trade cet été? Qu'est-ce qu'il va faire à Dallas? Il va constamment. Aujourd'hui, la carrière d'Anthony Davis, un mec qui est champion NBA, qui fait partie, d'après la NBA, des 75 meilleurs joueurs de tous les temps. Aujourd'hui, sa carrière, elle va être constamment. Tout est ramené. La preuve, même nous, quand on en parle, tout sera ramené à Luka Doncic. Tout. Il n'y a plus rien. En plus, c'est pas comme si Anthony Davis, là, il avait une nouvelle carrière qui l'attend. Tu sais, un truc où tu vois, par exemple, Trae Young, constamment ramené à Luka Doncic, mais tu sais, il a toute sa carrière devant lui, tu vois, il peut accomplir des choses. Anthony Davis, aujourd'hui, il a déjà accompli le gros de sa carrière, donc il n'y a pas quelque chose qui va bouleverser d'un coup sa legacy. Tu vois, sa legacy, sauf s'il bouge et qu'il gagne ailleurs. Mais aujourd'hui, Anthony Davis, un champion NBA, le premier truc dont on va se souvenir, c'est qu'il a été transféré contre Luka Doncic. Lui, si j'étais lui, je me barre en fait. Je demande à me barrer. Je dis, non, mais moi, j'ai pas choisi Dallas, les gars. Envoyez-moi ailleurs. Je veux jouer dans une équipe compétitive. L'an prochain, il n'y a pas Kyrie Irving. Ils vont viser quoi? Ils ont un bilan négatif. Ils sont 10e et ils sont 10e uniquement parce que les Suns sont incapables de jouer au basket. C'est incroyable en fait. Où est-ce qu'elle va cette franchise? Et pour finir sur Anthony Davis, son contrat, il s'arrête en 2028. Ils vont le payer 60 millions l'année. On parle toujours de financiers, de ne pas vouloir payer Luka Doncic. Ils vont le payer 65 millions l'année, Anthony Davis. Son contrat, il s'arrête en 2028. On pourrait dire, les Mavs, en 2028, ils vont reconstruire. Tu sais ce qui se passe en 2028 et en 2029 et en 2030? Ils n'ont pas leur tour de draft. Oui, bah oui. Ils n'ont pas la main sur ces 3 tours de draft après le contrat d'Anthony Davis. Non, mais c'est catastrophique, on est d'accord. C'est le purgatoire pour les fans, pour la franchise, pour les joueurs à l'intérieur qui n'avaient pas signé pour ça. À chaque fois que je revois Klay Thompson et tout, je me dis, le gars qui quitte un truc hyper fonctionnel, mais bon, qui peut peut-être paraître en bout de course pour rejoindre ça ou ce projet-là, et ça part en vrille tout de suite. C'est dur, quoi. Et Nico Harrison, pour finir, aller sur ce truc, je pense qu'il va se faire virer très prochainement. Je serais même pas surpris que ça arrive cet été. Oui, avant même qu'il y ait une saison de Kyrie et de Anthony Davis. Je suis même pas sûr si on verra une saison un jour d'Anthony Davis et de Kyrie Irving ensemble. Mais qui va analyser, qui te semble capable et compétent, les dirigeants qu'on a vus de la nouvelle direction depuis que Cuban a passé la main, qui semble assez compétent pour analyser et dire ah ouais, ce move j'ai même pas l'impression en fait. Ils vont même pas faire ça. Je pense qu'il y aura même pas un retour sur le move. Il va même pas se faire virer pour le move. Enfin, ça va être une conséquence du move, mais il va se faire virer parce qu'on perd de l'argent. On perd de la thune, mec. On est en train de perdre de la thune. Il y a un mec qui paye, en fait. Tu sais, dans une entreprise, demain, elle perd des millions et des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Il y a un gars qui saute. Il y a un gars qui saute, même si c'est pas de sa faute, au final, tu vois. Alors là, pour le coup, lui, il est en partie responsable. Les propriétaires, ils vont pas se virer eux-mêmes. Patrick Dumont, il va pas se virer eux-mêmes. Il va pas se virer lui-même. Il devrait. Mais il va pas le faire. Mais par contre, je pense que Nico Harrison, il va être il peut plus se mettre au premier rang dans la salle. Il peut pas rester, en fait. Le plus étonnant, c'est qu'il soit surpris de la situation. Mais bon. Bref. Ouais, enfin bref, terrible. De toute façon, tu vois, il y avait cette question, est-ce qu'ils allaient même faire une vidéo hommage? Là, il y a quand même eu tu vois, le fait d'avoir fait une grosse vidéo hommage, d'avoir mis des t-shirts avec écrit en serbe, merci, etc. Tu vois, tout ce truc-là, tu es déjà dans le truc c'est déjà une manière de reconnaître en quelque sorte, ok, c'est une légende de notre franchise qui revient, on va faire un truc particulier. C'est comme tu disais, tu dis pas au monde, c'est nous qui l'avons transféré, cette légende de la franchise. Voilà la légende de notre franchise qui revient, c'est le pas en avant. Je t'ai dit, Nico Harrison va sauter. Je serais vraiment pas surpris qu'il saute même pendant l'intersaison. Pour finir, ce qui fait super mal aussi, c'est quand après à la fin il dit bon, ça y est, c'est bon maintenant, il y a besoin de move on, d'avancer. Ouais. Ça y est, j'ai tourné la page, j'ai fait mon retour. Maintenant, c'est Lakers à fond et je vais arrêter de.
Alors, tu vois, il va être pleinement à 100% mentalement. Et c'est d'ailleurs très, très flippant pour les autres équipes. Hein, mais là, tu vois, sur un match comme celui de cette nuit, il a encore été. Enfin, il a mis des paniers incroyables. Il a été très bon dans le jeu. Petit mot quand même. Petit mot parce que j'ai trouvé LeBron très, très fort à la fin aussi. Ouais. Très, très bon match de LeBron. J'arrive toujours pas à réaliser que le mec à cet âge-là, il dit ah tiens, allez, je vais driver, on a besoin d'un panier. Il a drivé comme s'il avait 20 piges. Les mecs en face ont essayé d'interdire l'accès, aucun problème. Il est bluffant, quoi. Oui, parce que Dallas s'est bien battu, faut le reconnaître. Ouais, Dallas c'est s'est bien serré, battu. Il y avait 87-87. ouais. LeBron après a pris les choses en main dans le Money Time. Les Lakers qui au passage ont validé la 3e place à l'Ouest. On peut parler un peu de la course au playoff à l'Ouest parce que c'est très serré. Il y a plusieurs équipes qui ont joué. Les Clippers sont gagnés, on va en parler. Les Nuggets sont gagnés, on va en parler. Mais je te propose qu'on commence par les Warriors. Ouais. Tous tes concurrents directs gagnent. Les Warriors jouaient les Spurs, une équipe qui ne vise plus rien. Et Golden State perd au buzzer à domicile, 114-111 contre les Spurs. Et l'ironie totale, c'est que c'est Harrison Barnes qui plante le game winner. Ouais, magnifique le shoot, mais ouais, les Warriors, c'était vraiment pas le bon moment. Alors on a dit du bien d'eux, on a dit que du bien d'eux ces derniers temps. Là, c'est vraiment le type de match qu'il faut pas perdre parce que quand tous les autres gagnent au classement. Attends, du coup, j'ai pas regardé en détail le classement, mais du coup, Gros comeback des Spurs. Les Warriors passent 7e. Ah ouais, c'est ça a bougé parce que ouais, du coup, vu que Denver a gagné, que les Clippers ont continué, que Memphis avait gagné les derniers, ouais, là, ils repassent, ouais, c'est play-in virtuellement à 2 matchs de la fin. C'est chaud. C'est chaud. Mais pour Barnes, c'est bizarre parce que sur le coup, je me suis pas dit. Enfin, si, on sait bien que c'est un ancien et tout, qu'il était dans l'équipe du titre et tout, mais après, lui pour le coup, ça fait vraiment longtemps. Et puis, il a fait d'autres équipes, tu vois, ça fait moins. Mais bon, t'es fan des Warriors, tu manges un game winner peut-être décisif dans la campagne de playoff d'Harrison Barnes. Oui, ça pique un peu. Mais surtout, Barnes décisif et qui célèbre avec ses coéquipiers au milieu de la salle, fou de joie, Barnes décisif. Même si c'est il y a 10 ans, tout le monde va repenser au Game 7 d'Harrison Barnes contre les Cavs en 2016, où il ne met pas un panier à 3 points. Et là, tu vois, il met le game winner. Bon, après, bien sûr, c'était il y a 10 ans, mais il y a un petit symbole. Alors, effectivement, les Warriors passent 7e. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ont gagné 3 des 4 matchs contre Minnesota. Donc, il y a quand même des chances qu'ils terminent devant Minnesota. Ils peuvent encore terminer 6e, hein, les Warriors, même 4e. C'est très serré. Il y a 2 équipes à égalité, c'est Denver et les Clippers. Ces 2 équipes-là sont à 48-32. Les 2 ont gagné la nuit dernière. On peut commencer avec les Nuggets qui ont battu les Kings 124-116. C'était le premier match de David Adelman en tant que head coach. Victoire donc avec un triple-double de Jokic, 20 points, 12 rebonds, 11 passes. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a participé en fait. Il a été vraiment dans l'altruisme. Il y a 21 points de Michael Porter Jr. et d'Aaron Gordon. Il y a 25 points de Christian Brown et il y a 18 points avec 5 paniers primés de Jaden Pickett, le jeune joueur. On sait que Calvin Booth était pour faire jouer Pickett plutôt que Westbrook. Booth, il n'a pas été prolongé, mais on peut se demander si le management n'a pas, les propriétaires, le CEO, ne sont pas aussi un peu de l'avis de Calvin Booth là-dessus, parce que premier match d'Adelman, Pickett, il joue 31 minutes, il est dans le 5 et il termine le match à la place de Westbrook. Il doit rester des assistants. De toute façon, si Booth n'est plus en activité, je ne sais pas encore comment ils se sont organisés. Il est toujours là, mais juste son contrat ne pas prolongé. Voilà, peut-être que dans les discussions avec Adelman, il y avait ça. Peut-être qu'Adelman faisait partie de ceux qui pensaient que Pickett devait jouer plus. Hein, c'est possible. Ouais, mais c'est Jalen, pas Jaden, pardon. Ouais, Jalen, on l'a mis. Tu te rappelles, dans une session, on avait fait les. Ou dans un CQFR du samedi. On avait fait les Jalen, ouais. Les Jalen, et il y avait Jalen Pickett qui était dedans. Oui, bon, il y a ça qui est intéressant, qui a changé. Sinon, au final, une victoire des Nuggets avec un triple-double de Jokic, c'est un peu le business as usual. Mais c'est bien qu'ils arrivent rapidement à passer outre le départ de Malone. Là, c'est un match contre les Kings qui sont très, très irréguliers. Faudra voir ultérieurement quand même. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Jokic après le match. Il a noté le fait que une bête est dangereuse quand elle est blessée, elle est plus dangereuse quand elle est blessée, et que quelque part, peut-être que les Nuggets avaient besoin d'un électrochoc. Alors, je ne suis pas jusqu'à dire qu'il valide le renvoi de Michael Malone. Je ne pense pas qu'il n'a pas demandé. Il a été consulté. Il a été consulté apparemment sur l'affaire. Je me semble avoir lu ça. Toi, ça te dit quelque chose? On en a parlé. On avait imaginé qu'il avait été consulté. Je crois que je l'ai lu quelque part. À prendre avec des pincettes, pardon, ce que je viens de dire là, mais il me semble l'avoir lu quelque part. Mais du coup, voilà, c'est une manière de dire on avait besoin d'un électrochoc. Cet électrochoc est arrivé. En tout cas, sur ce match, du coup, les Clippers ont battu les Rockets.
C'était aussi un choc à l'Ouest. Victoire 134-117. Alors les Rockets qui avaient fait tourner un petit peu. Il y a 35 points, 10 passes de James Harden, 22 points, 10 rebonds de Kawhi Leonard et surtout 20 points, 11 rebonds, 10 passes d'Ivica Zubac avec un moment où la salle a exulté. Pourtant, le match il était déjà plié, hein. Mais la salle a exulté parce qu'il y a eu la 10e passe d'Ivica Zubac. Les Clippers avaient tout fait pour lui donner son triple-double. Ils n'ont pas arrêté de le servir au poste haut à la fin pour qu'il puisse avoir son triple-double. Et Ivica Zubac allait chercher le premier triple-double de sa carrière le lendemain de son match à 24 points, 20 rebonds. De toute façon, il est en feu. Hein, globalement, sur la saison, il fait une énorme saison et il est très bon sur la série actuelle des Clippers qui sont à 6 victoires de suite. C'est un super joueur, on va le redire à chaque fois, hein, mais il est vraiment très très bon. Et les Clippers, sans faire trop de bruit aussi, ils se montrent comme une équipe qui sera toujours dangereuse, en playoff et que ça dépendra de l'adversaire, mais attention, surtout que on en discutait un peu en off, mais ça fait déjà plusieurs fois que moi je trouve que Kawhi est vraiment dans une bonne forme. En tout cas, je dis pas que c'est le Kawhi de 2019, mais il a l'air d'avoir de plus en plus confiance en son corps. Tu me parlais on parlait d'une claquette, d'une tentative de claquette qu'il avait faite dans ce match-là. C'est le genre de truc où il avait l'air quand même très précautionneux et il prenait pas énormément de risques avec son corps, ce qui s'entend parfaitement vu l'historique. Là, ça fait plusieurs matchs que je le trouve plus explosif, plus dynamique. Enfin, je dis plusieurs matchs. Ça fait même depuis la dernière petite période où il a manqué 2-3 matchs là. Je trouve qu'il c'est de plus en plus fluide physiquement et avec lui, c'est un paramètre important. S'il est en maîtrise de son corps. Ça peut faire mal. Donc je sais, on est tous échaudés, on a tous toujours peur de le voir se blesser, soit juste avant les playoffs, soit dès le début des playoffs, mais c'est quand même un paramètre et un facteur qui est intéressant pour les Clippers, ça, de voir Kawhi revenir comme ça. Sur la tentative de claquette, il décolle comme vraiment, on ne peut pas penser que c'est un joueur de plus de 30 ans qui a été plusieurs fois blessé au genou. C'est le décollage est impressionnant. J'ai cru en regardant, que c'est Derrick Jones Jr. Alors il met pas la claquette, hein, c'est juste et après je vois que c'est Kawhi, je dis what? Et Kawhi depuis ils ont un big tree les Clippers, faut le dire comme c'est. On l'avait pas vu venir, mais il y a un vrai big tree aux Clippers avec des super role players. Au passage, il y a 15 points de Nicolas Batum. Je te donne les stats des 3 stars depuis le All-Star Game. Harden 25 points, 9 passes. Kawhi 25 points, 7 rebonds, 3 passes, quasiment 2 interceptions, pas quasiment 2 interceptions. Ivica Zubac 20 points, 12 rebonds. Ça, c'est les stats de leur trio depuis les All-Star Games. Le trio fonctionne bien. Harden, pareil, Harden, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison, mais il fait une saison très très propre. Pareil, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon dans une équipe qui est aussi bien classée, en fait. On savait qu'il avait des très bons restes, mais c'est une équipe qui est sympa en plus, qui est sympa à suivre et qui peut être un outsider. C'est une équipe en plus qui n'aura pas du tout de pression, contrairement aux années précédentes. Maintenant, elle n'est plus vraiment attendue, mais il y a vraiment du talent. 3 stars. Autour de ça, tu rajoutes Norman Powell et Bogdan Bogdanovic, 2 super gunners qui sont capables de mettre des shoots et de créer leur propre shoot. C'est quand même important. Tu as de la défense. Il y a ton gars Chris Dunn quand même. Exactement. Chris Dunn qui fait la meilleure saison de sa carrière à 30 ans. Meilleure saison de sa carrière. Il s'est bien accroché quand même parce que c'était pas un bust non plus, mais il était attendu. On en avait beaucoup parlé. Tu avais fait un super article sur lui il y a quelques années. Et il était titulaire cette nuit encore. Enfin, c'est un très très bon. Défensivement, il est impressionnant. Pareil, le type de défenseur dont on parle quasiment jamais. Il y a beaucoup de joueurs chez ces Clippers-là qui mériteraient d'être un peu plus mis en avant, je pense. En fait, il y a tout aux Clippers, sauf que Harden et Kawhi, il faudrait leur version 2019. Tu as leur version 2019, cette équipe, elle joue. C'est pas juste elle joue le titre, elle est favorite au titre. Après, voilà, là, ils sont peut-être un poil vieux, mais on verra. Ça va être une équipe effectivement difficile à manœuvrer. Je te propose qu'on accélère sur la plupart des autres matchs. Le Thunder a battu les Suns 125-112, les Suns officiellement éliminés. 33 points de Jalen Williams, il n'y avait pas de Shai Gilgeous-Alexander. Il n'y avait pas Ludor Tertenstein non plus au passage. Ouais, c'était vraiment en mode 66e victoire de la saison. Le Thunder au mieux peut finir avec 68 victoires. Il y a un match marrant, c'est la victoire du Jazz sur les Blazers 133-126. Pourquoi je dis que c'est marrant? Shadon Sharp, il a mis 37 points. Il était bouillant, chaud patate. Il y a eu prolongation. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Blazers?
Et Eh ben, ils n'ont pas fait rentrer Shannon Sharpe dans la prolongation. Ça mérite une amende, ça. Franchement, ça mérite une amende. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a du tanking pas flagrant et il y a du tanking vraiment flagrant, quoi. Après, je sais pas. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait eu ça. Peut-être qu'on va apprendre après et qu'ils vont justifier ça par un pépin physique, mais j'y crois pas une seconde. Pardon, je reviens sur les Suns parce que c'est quand même du tanking pour maximiser vraiment tes chances. Ils sont à 35 wins en fait, les Blazers cette saison. Ils auraient presque pu finir à 40 wins. Ils peuvent passer encore devant les Suns. Mais ils ont vu les Suns arriver, ils se sont dit oh là là, Coco, faut perdre. Ils voient ce qui se passe à l'Est avec parce que en fait le Portland a le même bilan quasiment que les équipes de l'Est qui vont jouer le play-in. Ils voient ce qui se passe à l'Est, ils disent attends, il y en a 2 dans ce lot-là qui vont être éliminés, qui vont se retrouver dans la loterie. Viens, on termine avec on s'assure qu'on a un moins bon bilan que ces 2 équipes-là. Et je reviens juste sur les Suns très 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 brièvement. Il y avait une vidéo où Matt Ishbia, il disait 26 des 30 équipes de la ligue aimeraient notre situation. C'est simple. Normalement, tu es soit au playoff, soit dans la loterie, soit c'est quoi le troisième? J'ai vu passer le truc. Play-in aussi, non? C'est play-in. Soit t'es playoff, play-in ou dans la loterie. Les Suns, ils sont dans aucun des 3. C'est la seule équipe de la ligue. Voilà, ils n'ont aucun pic. Aucun pic, donc la loterie, ça les concerne pas. Pas de play-in, pas de play-off. Et le pire, c'est que Phoenix peut quand même piocher dans le top 10 en fait. Et même Phoenix peut piocher dans le top 4. Il y a une chance, il y a 17% de chance, je sais c'est faible, mais c'est quand même pas négligeable, que Phoenix chope un pic dans le top 4 qui reviendra à Houston. Oh là là. Sur Houston, d'ailleurs, je voulais dire, Rich Shepard, à chaque fois qu'il joue, il est excellent. Ouais, bien sûr. C'est pas vraiment un bust. C'est un mec qui s'est retrouvé dans la mauvaise équipe. C'est pas encore il serait rookie de l'année peut-être s'il joue ailleurs. Et ça peut aussi être un projet, entre guillemets, peut-être que sur la première saison, c'est comme ça et qu'il aura plus d'opportunités après. S'il reste, je veux dire, c'est pas impossible. Il a mis 20 points la nuit dernière. Ouais, dès qu'il a les opportunités, de toute façon, c'est un gros scoreur, on a vu. Chicago a battu Miami 119-111. C'était un match très important parce que Chicago s'assure quasiment de rester devant Miami au classement. Il y a eu 28 points, 16 rebonds, 11 passes de Josh Giddey. C'est le 3e joueur cette saison avec LeBron et Jokic à faire plus de 1000 points, 500 rebonds, 500 passes. Incroyable, Josh Giddey fait une sacrée saison. Parce que du coup, ça permet à Chicago de consolider la 9e place par rapport à Miami qui viennent de battre. Et ils peuvent encore passer devant Atlanta, si je dis pas de bêtises aussi, qui est 8e pour l'instant. Exactement. Atlanta qui termine mal. Toronto a battu Charlotte 126-96. Bon, le seul intérêt du match pour nous, c'est que Tidjane Salin était titulaire. Il a joué 36 minutes. Il a fait 9 points, 6 rebonds. Je sais même pas qui a mis des points. Si, Jared Roden, tu connais? Roden, oui, bah oui. À chaque fois, oui. Ah oui. Incroyable. Seton Hall. Ouais, Seton Hall. Pirates de Seton Hall, ouais. Tout à fait. Non, mais t'es bon parce que tu reconnais leur parcours universitaire, chapeau. Ouais, sur certains. Si tu m'entends pas dire la fac, c'est que je sais pas qui est le mec, hein, mais lui, ça va. Philadelphie a battu Washington 122-103. Miracle, avec victoire de Philadelphie. 30 points de Jeff Doughty Jr. Ouais. Non, lui, on connaît quand même. Ouais, cette année, quand même. Alex Sarr, 12 points à 5 sur 14, mais 4 passes aussi quand même. Ça peut être un peu intéressant le playmaking. Et Orlando a battu une équipe bis des Celtics, 96-76 pour Orlando. 23 points de Franz Wagner avec 8 rebonds. Ouais, les Celtics avaient fait jouer. Le 5 majeur, c'était Shireman, Craig, Hauser, Cornet et Pritchard. Ouais. Voilà, tout est dit. Et Orlando qui est sûr de finir 7e, du coup, qui verrouille la 7e place, ce qui est pas si mal finalement. Exactement. Au moins, ils auront l'avantage du terrain sur le ou les matchs de play-in. J'ai oublié aucun match, je crois. Je crois que c'est bon. Eh bien, écoute, on a fait long, mais ça valait le coup. Je vous rappelle que le MOOC Rivers est toujours disponible, le MOOC sur Miami, disponible sur le shop de basketsession.com. Les préventes, pendant la période de prévente qui va jusqu'à dimanche, les frais de port sont offerts en France métropolitaine, donc n'hésitez pas. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain.